Alors, bonsoir à tous, bienvenue à notre shiur de Gemara de la semaine. Donc, shiur de Halacha, je m'excuse, de la semaine. Alors, on va dédier le shiur Bezrat Hashem comme d'habitude pour la Refoua Shelema de Emi Morati Zara Batiza, de Léa Chaya Bat Ariel, de Rina Bat Esther et de Yitzhak Ben Esther. Eliyahu ben Chantal Shira. Et pour la Refoua Shelema de Eliyahu Ben Chantal Shira. Alors, mes chers amis, je vous explique ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Ça va être un shiur un petit peu abstrait. On va parler d'une situation, d'une technicalité dans comment est-ce que le dommage du feu fonctionne. Donc, comme vous savez, dans la halakha, il y a quatre grandes catégories de dommages. Il y a les possessions de l'homme, donc comme ses animaux ou bien des objets qui lui appartiennent. Il y a l'homme lui-même qui fait des dommages. Il y a les dommages qui sont de nature inerte, c'est-à-dire qui ne sont pas mobiles, comme un gars qui laisse un obstacle dans la rue, ou bien quelqu'un qui fait un trou, un fossé dans la rue. Et on a bien évidemment ce qu'on appelle Esh. Alors Esh, c'est quoi? Le dommageur du feu, c'est en fait quelqu'un qui démarre un feu vraiment dans toute la légalité possible, c'est-à-dire qu'il est en droit d'allumer un barbecue, on va dire, dans son jardin, et que par la suite, qu'est-ce qui arrive? Il fait preuve un petit peu d'irresponsabilité, et le feu se propage et il te brûle deux, trois maisons dans le quartier, si ce n'est pas tout un quartier. Alors ça, dans la Torah, c'est catégorisé comme ce qu'on appelle Esh. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord s'occuper un petit peu de clarifier le mécanisme de comment est-ce qu'on rend chayav quelqu'un qui a fait un dommage avec le feu. Et une fois qu'on va bien clarifier ça et qu'on va vérifier dans la halakha avec le Shulchan Aruch, le Rambam, comment on tranche dans la halakha, on va laisser créer une petite question intéressante, très abstraite, avec les lois de Shabbat, et ça va nous ouvrir dans un sujet qui est vraiment intéressant. Alors, je vais vous montrer tout de suite une Gemara. C'est une Gemara qui est dans Masechet Baba Kama. Donc, vous allez la voir devant vous. Regardez ça ici. Donc, la Gemara, elle est dans la page d'Aflamed Hamoud Aleph. La Gemara, là-bas, elle parle des distances qu'on doit prendre quand quelqu'un il fait un dommage avec un feu, le genre de longueur et de hauteur de barrière qu'il faut avoir pour que ça soit vraiment une interruption pour empêcher un feu de se propager. Et la Gemara, là-bas, elle ramène une marloquette très intéressante entre deux chachamim qui sont très connus, nul autre que Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et la Gemara, là-bas, excusez-moi, Dafrav Bet Amoud Aleph, je me suis trompé de Gemara. La Gemara, là-bas, elle demande exactement c'est quoi le mécanisme. Comment est-ce qu'on arrive à recréer un lien rétroactif entre un feu qui, quelque part, suit juste un combustible? Donc, c'est vrai que moi, j'ai démarré mon feu dans mon jardin avec mon barbecue, et pour une raison ou pour une autre, j'ai été irresponsable. J'ai oublié d'éteindre le barbecue et j'ai brûlé la maison du voisin, on va dire. Alors, comment est-ce qu'on catégorise le fait qu'on a affaire à un être, à une entité qui n'est pas vivante? C'est du feu, mais qui suit un combustible, c'est-à-dire qu'il a cette propriété de pouvoir être mobile et de se propager dépendamment où le combustible se trouve. Alors, comment est-ce qu'on voit exactement le fait que le feu n'est plus dans ma juridiction et que moi, je ne suis pas vraiment en contact physique avec le feu, je l'ai juste démarré, et là, j'ai le feu qui s'est propagé, qui a brûlé toute une maison. Donc, c'est sûr que je vais être rayave, mais techniquement, comment est-ce qu'on recrée un lien qu'on a perdu entre la personne qui a allumé le barbecue et le fait que le feu maintenant est à quelques mètres de sa maison et que lui, il n'entretient plus un espèce de contact physique avec le feu. Donc, comment est-ce qu'on garde ce caractère direct entre la personne qui a démarré le feu, qui est donc le dommageur, et le feu maintenant qui se propage? Alors l'Agmara, elle ramène deux opinions. Elle ramène l'opinion de Rabbi Yochanan et elle ramène l'opinion de Resh Lakish. Donc comme vous savez, c'est une Chavrutra, c'est une perle d'études qui est très connue dans le Talmud. Alors, l'Agmara, elle dit, Itmar, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il dit, Yesho Mishum Chetzio. Le feu qui se propage, et même si toi tu n'entretiens plus un contact réel physique
avec le feu qui est maintenant à quelques mètres et qui a brûlé la maison de ton voisin, tu es quand même chayav. Pourquoi? Parce qu'un feu, c'est comme un archer qui tire une flèche. Et même si la flèche, elle va être mobile et elle va se mouvoir comme ça, et elle va aller transpercer quelque chose à quelques mètres ou des fois même à, à plusieurs, euh, à plusieurs dizaines de mètres plus loin de l'endroit où tu l'as tiré, on va quand même assumer que c'est ton énergie qui a provoqué le mouvement de la flèche et donc finalement, vous allez rire, mais c'est comme si toi, tu es en train de tenir la flèche et tu cours avec la flèche jusqu'à ce qu'elle se plante. C'est exactement le même principe. Donc ton énergie qui vient avec la tension que tu mets dans l'arc et tu tires, elle est responsable et c'est comme si tu accompagnes la flèche jusqu'à ce qu'elle arrive à son objectif. Donc Rabbi Yochanan, il dit, ben, le feu, c'est comme ça. Le feu, c'est toi qui le démarre, c'est toi qui initie cette énergie. Et donc, on considère que le feu, qui maintenant est parti à quelques mètres et qui a fait des dommages, il est exactement comme une flèche que tu as tirée. Au même titre que la flèche, ce qui lui permet d'être mobile, c'est l'énergie que tu lui as octroyée en mettant d'attention sur ton arc. Et bien, tu as le même problème avec le feu. C'est le même mécanisme. Donc, le feu, c'est une extension de ton énergie qui se propage. C'est bon? Resh Lakish Amar. Resh Lakish, il dit non, le mécanisme, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Le mécanisme, c'est Esho Mishum Mamono. Esho Mishum Mamono, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu, c'est comme ta possession à toi qui fait un dommage. C'est comme ta vache, c'est comme ton taureau. C'est comme un animal à toi qui est parti gambader chez le voisin, qui a détruit une culture, ou bien qui a démonté le carreau de la fenêtre du voisin. C'est ta possession. C'est pas une, c'est pas un raisonnement où on impute l'énergie primaire au fait que la chose bouge, mais c'est ta possession en toi. On considère que tu es devenu propriétaire de la flamme et du feu qui se propage. Et au même titre que si ton animal, il sort de ta maison pour aller endommager le voisin, que tu es responsable, eh ben un feu qui a démarré dans ton jardin avec ton barbecue, tu as été irresponsable, il s'est propagé, c'est comme si ton animal, il est sorti de ta maison, il a fait des dommages chez le voisin. Donc c'est une mahloquette, comment est-ce qu'on peut comprendre la notion le mécanisme de comment, encore une fois, on crée un lien physique direct entre celui qui a démarré le feu et le fait que le feu va créer un dommage à quelques mètres plus loin. Alors dans la halakha rabotai, on est possèque comme Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que dans la halakha, c'est pas l'opinion de Resh Lakish qui est retenue, mais c'est l'opinion de Rabbi Yochanan qui dit que le feu est exactement comme une flèche que tu as tirée, auquel tu as imputé une énergie et qui est en train de se propager. Donc c'est comme ça qu'on le perçoit. Alors, je vais juste commencer par vous montrer un Rambam qui va un petit peu nous éclaircir par rapport à ça. Mais on va voir clairement dans son Lachon, il va trancher dans la halakha que le mécanisme, encore une fois, la difficulté que nous avons, c'est que dans les lois de dommages et intérêts, pour créer une responsabilité et facturer quelqu'un, il faut qu'on trouve un caractère direct entre la personne qui a démarré le dommage et le moment où le dommage se produit. Là, on est devant une difficulté, c'est que le feu, il se meut et il bouge tout seul, il est mobile parce qu'il suit le carburant et parce qu'il suit le combustible. Donc, comment est-ce qu'on recrée le lien entre la personne qui a démarré le feu et le feu qui est à quelques mètres plus loin en train de faire des dommages? C'est comme une flèche. Au même titre qu'une flèche, c'est connu, elle ne peut pas marcher toute seule, et elle ne peut pas se mettre tout seule dans un arc. Elle a besoin d'un être humain qui vient et qui applique une pression et une tension dans l'arc pour pouvoir envoyer la flèche. Ça s'appelle de l'énergie. Donc, on a vraiment besoin que, techniquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, rappelez-vous de ça, hein. On va revenir dans environ peut-être 5 10 minutes. On va expliquer la différence qu'il y aurait entre les deux approches. Mais pour l'instant, on va juste voir comment la halakha, comment est-ce qu'on deal avec ça dans la halakha. Alors, regardez ici, Rabotai, je vous emmène voir un Rambam. Et le Rambam, il écrit la chose suivante. Alors, regardez ici. Le Rambam, il dit Esh she'avra ve'izika et Adam ve'chablabo. Un feu
qui a été donc initié, qui a été donc allumé, qui a produit des dommages, et ou qui a carrément corporellement endommagé quelqu'un. Hare amav'e chayav benezakav. Donc celui qui a démarré le feu, c'est lui qui va payer pour tous les dommages. Ou beshifto, ou berifio, betsaaro, beboshto, il paiera si par exemple il a fait un dommage corporel à quelqu'un, il paiera le traitement médical, il paiera la honte, il paiera l'arrêt de travail, la compensation là-dessus. Keilu heziko beado, comme s'il avait vraiment provoqué un dommage direct en frappant cette personne, c'est-à-dire qu'il y a eu un contact direct physique. Chez Afalpi, chez Esho Mamonohu, malgré que le feu il est catégorisé un petit peu comme sa possession, Hareu Kemi chez Ezik Behetzio, c'est comme si tu as endommagé avec une flèche que tu as tirée à partir d'un arc. Donc on voit clairement dans le Rambam que la- la- le contact direct qu'on crée entre un feu qui se meut et qui suit le carburant et la personne qui a démarré le feu, c'est exactement le raisonnement de la flèche. Ok? Donc c'est une énergie qu'on applique à un objet et l'objet, il est comme en cruise, il se meut tout seul. Alors comment est-ce qu'on le rétroactivement, on le relie avec la personne qui a démarré toute la situation? Eh bien c'est comme une flèche. C'est bon, Rabotai, est-ce qu'il y a des questions? Mais juste une petite question. La Oui, flèche, la différence avec le feu, que la flèche, tout son existence et sa destinée, là, c'est grâce à ta force, à toi. ok. C'est- le feu, oui, tu l'as démarré, mais c'est. Et continue pas à cause de ta force, continue à cause de la nature du feu qui est avec le carburant, avec tout ce que tu dis. C'est un peu différent là. Parce que si tu as- la flèche qui va aller d'une place à l'autre, ça dépend de ton énergie à toi. Ta force que tu as utilisée pour la distance, pour la force, whatever. Le feu, il va faire ça, un truc malgré toi. Toi, tu peux l'initier. C'est Je sais pas si tu vrai comprends un peu ce que que je dis. c'est une différence qui est de taille, mais on assume que quand tu sais qu'il y a du carburant autour et quand tu sais qu'il y a des risques de propagation de feu, parce que le feu, sa nature, c'est de suivre l'énergie qui est dans l'environnement autour de lui et de continuer à brûler jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Le fait que tu sois au courant qu'il y ait du combustible autour et que tu aies démarré le feu, c'est comme si tu l'allumais dans les différents endroits. Au même titre que quand tu as tiré la flèche, c'est comme Non, si tu je balades. comprends, mais l'énergie, elle n'est pas pareille. L'énergie de la flèche, c'est ton énergie à 100%. Tu as raison, mais on assume que le fait que tu sais qu'il y a un combustible autour et que tu fais preuve quand même d'irresponsabilité. Alors écoute bien ce que je veux dire. C'est comme si tu as physiquement été allumé le feu dans les différents endroits en même temps ou de manière séparée dans le temps. C'est exactement comme l'arc, c'est-à-dire que ton énergie primaire, elle se dispatche quelque part D'accord, là pour où la le feu est. responsabilité, je suis d'accord, mais pas pour au niveau du mécanisme. La responsabilité, oui, c'est Bah pareil. regarde, tu as raison, je comprends ce que tu dis, mais il semble que l'approche que la halakha est là, c'est que la connaissance de la présence du carburant, c'est comme si tu l'as mis dans le carburant directement. Donc c'est comme si, c'est vrai que la flèche, elle a besoin de ton énergie à 100%, elle n'a pas besoin d'un autre carburant pour pouvoir bouger, c'est toi qui lui donnes toute sa force, mais c'est toi qui l'initie. Donc avec le feu, quand tu es au courant qu'il y a des choses autour et qu'il va se propager, c'est comme si tu l'as carrément emmené pour se propager là-bas. Je comprends ce que tu dis, il y a une différence claire, mais dans la halakha, elle est perçue comme étant la même chose à cause de la connaissance, à cause du fait que tu prends connaissance qu'il y a du carburant autour. Yes, Aiden. To me, the fundamental difference between the comparison of the bow and arrow is a bow and arrow, you take aim, you adjust your power. Those two things are very different than lighting a simple match and the wind carrying it a mile down the road and destroying a whole town. So Is that's there not? the chidouche. C'est ça le chidouche de la Torah avec le feu. C'est que, étant donné que c'est quelque chose qui est highly inflammable et qui se propage de manière vraiment très rapide, la Torah, elle assume que quand tu as été irresponsable, it's as if you aimed. On te donne le même statut que quelqu'un qui a visé consciemment une cible et qui a tiré avec. Il faut faire attention, tu termines ton barbecue, éteins-le.
Tu as terminé ta cigarette, ne le jette pas dans un endroit où il y a une station d'essence à 2 pas. Fais attention. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est highly inflammable. Et donc, le caractère irresponsable, il est très très fort. Il peut créer des dommages qui sont très sérieux. À un point, on le compare à quelqu'un qui consciemment est en train de viser un objectif avec un arc et une flèche. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est pas tellement les circonstances et le set of mind, la conscience ou l'inconscience de la personne. Ce qui nous intéresse, c'est le mécanisme, encore une fois. Le mécanisme, c'est que le feu n'a plus besoin de toi. Il se propage, mais tu l'as initié. Comment est-ce qu'on te le ramène vers toi? Eh bien, quand tu sais qu'il va aller dans tel et tel endroit, parce qu'il y a une ligne d'essence ici, et il y a du bois qui est sec de l'autre côté, et tu as été irresponsable, c'est comme si tu as aim et tu as dirigé toi-même le feu vers cet endroit-là. Au même titre que tu as tiré une flèche avec un arc. C'est comme ça que c'est perçu. C'est bon? Yep. All right. Alors, Rabotai, essayez de me suivre. On va poser une question très très abstraite. OK? On va aller maintenant dans les lois de Shabbat avec la fameuse Hadlakat Nerot. C'est pas ma question. C'est une question qui vient d'un très grand rave dans le monde séfarade qu'on appelle le Ran. Le Ran, c'est Rachitevod Reshnoun pour Rabbi Nissim de Narbonne. Alors ceux qui en sont initiés un petit peu dans le Talmud et qui font souvent de la Gemara, le Ran, c'est le commentateur principal que vous allez trouver à côté des psakim du Rif de Rabbi Yitzhak El-Fassi. Donc, dans toutes les Gemarot que vous voyez traditionnelles, si vous allez à la fin de la Gemara, dans dans l'arrière de la page, vous allez trouver donc le Ran qui commente la classification des halachot que le Rif a écrit. Alors, Loran, il va poser une question qui est très très forte. Je vais vous la lire dans le texte tout de suite. Alors, regardez ça ici, Rabotai. Alors, regardez ici la fameuse question d'Uran. Très intéressante. Alors, Hiksha Hanemuke Yosef. Donc, le Nemuke Yosef, qui est donc le pirouche sur le Rif. Dans la page Yud, dans la page 10, alinéa A, donc Yud Amoud Aleph dans les dapim du Rif, donc à la fin de la Gemara. Il a demandé la chose suivante. Alors regardez cette question, elle va paraître très bizarre, mais c'est une question très sérieuse et vraiment très théorique et un petit peu abstraite. Alors regardez qu'est-ce qu'il demande. Les filles Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yochanan, chez Esho Mishum Chetzio, on a catégorisé et on a recréé le lien entre la personne qui démarre un feu et le fait que le feu se propage, parce qu'on l'a comparé à quelqu'un qui tire une flèche avec un arc. Alors regardez la question qu'il demande. Comment est-ce que dans la halacha, on a pu permettre de laisser une femme ou un homme allumer des nérotes de Shabbat là, avant que Shabbat démarre pour que ça continue à l'intérieur de Shabbat? Mais si le feu, c'est comme si c'est une propagation de ton énergie qui va se déplacer et qui va aller dans le temps, c'est comme si la femme ou l'homme qui a fait la kat nerot a allumé les nérotes mamash pendant Shabbat. Mais achar vekol zeman she'aner doleg zehu kekocha kahitzim shela. Parce que tant que la lumière des nérotes de Shabbat est en train de se consumer, elle est perçue exactement comme l'énergie que tu as imputée dans une flèche et que tu as tirée. Et tant que la flèche, elle bouge, et tant que la flamme, elle se consume, eh ben c'est comme si tu es encore en train de l'allumer. Alors comment est-ce qu'on permet, de manière abstraite et théorique, la Hadlakat Nerot de Shabbat? Est-ce que tout le monde comprend la question que le Ran demande? Rabotai, j'ai besoin de votre feedback. Mais c'est une question bombe. C'est, Il fallait la chercher, cette question. Donc, Elle est alors, incroyable. je vais répéter la question parce que j'ai des demandes dans le chat de reclarifier. Alors, je répète encore une fois, mais je veux la relire dans le texte. OK? Alors, je repars dans le texte. Regardez ça ici, Rabotai.
Encore une fois, notre conclusion dans la halacha, d'après la mahloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est que le feu est perçu comme une énergie que tu as imputée à une flèche. C'est comme si toi tu cours avec la flèche pour la planter dans l'objectif. Quand un feu se propage, c'est comme si tu le rallumes des centaines ou des milliers de fois pendant qu'il est en train de se propager. Donc le feu, c'est exactement le même mécanisme que l'énergie que tu poses dans une flèche. Alors, je vous répète encore la question d'Uran. Les filles Rabbi Yochanan, que le feu est comme une flèche. He'ech hitiru leadlik nerot be'erev Shabbat. Comment est-ce qu'on a permis d'allumer les nérotes de Shabbat, avant Shabbat? Et on sait très bien que les nérotes vont continuer à brûler pendant le Shabbat lui-même. Alors, si ton feu est perçu comme une flèche, auquel tu as imputé une énergie et que tu as tiré. Et donc, tant qu'elle continue à se mouvoir, cette fameuse flèche, c'est ton énergie qui est responsable, et bien avec la flamme, ça serait le même mécanisme. Tant que la flamme des nérodes de Shabbat est en train de se consumer, est en train de brûler, Areze ki'ilu madlika ha'isha esh beShabbat atzma. C'est comme si la femme elle est en train d'allumer carrément les bougies de Shabbat pendant Shabbat. Mais Ahar Shekol Zeman Sha'aner Dolek, parce que d'après notre compréhension du principe, c'est que tant que le feu est en train de se mouvoir, tant que le feu est en train d'être consumé, Zehu Kekoha Vekehetzim Shela. C'est comme ton énergie et c'est comme ta flèche que tu as tirée. Est-ce que c'est plus clair à Botaï? Ben, c'était Yep. la première fois. Yeah. Aiden, you good? I'm good, but I've got a bunch of questions. All right, I'm listening. I, on the one hand, you said earlier that you light your barbecue, it gets out of hand, and it travels to your neighbor. It's as if you yourself are responsible. It's as if you along the way lit those fires that caused this. So Exactly. there's an element of momentum. When you're driving a car fast and you cross the finish line, the car will continue, and you certainly you're going to still be responsible for whatever happens during that time. But you have actually stopped giving inertia to that car. The same thing with the lighting of the candles. Yes, you were the impetus of that flame starting, and if God forbid that flame were to spread after Shabbat, I could see where this would apply. But if it's contained and it remains, there's no furtherance of that flame. That's the way I see it, at least. Okay, so basically, je veux le dire en français. Ce que tu es en train de dire, toi, Eden, c'est que, mais je m'excuse, la question ne devrait même pas démarrer. Parce qu'il semblerait que tout le principe que le feu est perçu comme une flèche, c'est quand le feu est mobile, c'est quand le feu est en train de se déplacer. Et donc, quand le feu est en train de se déplacer, on assume que la mobilité du feu, elle est comme la mobilité d'une flèche. Mais si tu as une lampe à l'huile, ou tu as un petit gobelet, ou une menorah, où tu allumes tes nérotes, il n'y a rien qui est en train de se déplacer ici. Le feu, il est contenu, et il est juste en train d'être consumé localement dans le même endroit. Donc, qui a dit que le principe de l'énergie de la flèche, il est applicable dans un cas où le feu est inerte? Il n'est pas en train de bouger. Vous comprenez ce qu'il demande Eden, guys? Oui? Hello? C'est un très bon diouk, une très bonne nuance. Euh, Mais tu vois que la nuance, elle n'a pas dérangé le RAN. mais non, Ça voudrait dire que le RAN, il a pris une approche un petit peu différente dans son understanding de toute la comparaison. Il semblerait que pour le RAN, la consommation d'un feu, qu'il soit mobile ou pas mobile, au même titre, alors écoutez bien, je vais essayer de le dire clairement, ok? Regardez. Aiden, try to follow me, I'm going to try to answer your question. Yep. Il semblerait que le feu soit mobile ou immobile, ça nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est le fait que tant que le feu est en train d'exister et est en train d'être actif dans le sens où il est en train de consommer et d'utiliser un combustible, alors attention, voilà le clinch, c'est comme si c'est toi qui le rallume à tous les coups, comme dans la flèche.
Donc, même si tu as démarré, on va dire, à 3 heures pile, et à 3h15, Shabbat est déjà rentré et le feu est déjà en train de brûler, on considère que entre 3 heures et 3h15, donc 15 minutes, c'est comme si tu as rallumé la flamme tous les microsecondes toi-même. Alors qu'en fait, tu as fait juste une action en début. Mais si on assume que le feu est comme une flèche que tu envoies avec de l'énergie, alors que le feu soit mobile ou statique, ça ne fait aucune différence. Parce que ce qui nous intéresse, c'est tant que le feu brûle, c'est comme si tu l'accompagnes dans sa combustion. Au même titre que c'est toi qui accompagnes la flèche en la tenant et en courant pour la planter dans le target et dans l'objectif que tu cherches. Donc, il semblerait que le RAN, que le Nemoukhe Yosef, c'est comme ça qu'il a compris le problème. Et c'est pour ça qu'il est dérangé par ça. Mais c'est vrai que si tu veux dire que, bien écoutez, il y a une différence essentielle. Et l'idée de comparer un feu avec une flèche, c'est quand le feu était vraiment mobile et quand il s'est déplacé d'un point A vers un point B. C'est là où je peux rentrer avec une idée de le comparer avec une flèche. Au même titre qu'une flèche, quand je la tire, je suis statique à un endroit A et je l'envoie vers un objectif qui se trouve dans l'endroit B. Eh bien, tu vois que le RAN, c'est pas comme ça qu'il a compris. Pour lui, la combustion du feu et l'existence du feu, elle est toujours ramenée au moment primaire où tu l'as démarré. Et encore une fois, il semblerait que la manière dont il comprend, c'est comme si tu as rallumé le feu à tous les coups. Et donc, quand le feu est en train de brûler pendant Shabbat, ben, c'est comme si madame elle est en train d'allumer les nérotes maintenant. Alors, comment est-ce qu'on a pu permettre un truc pareil? Yes, Mr. Hayden. If you take this to the logical conclusion, then when the candles burn out, according to the Ran, then she's ultimately responsible for extinguishing light on Shabbat. Absolutely. According to that, that's why he's asking, basically. C'est ça qu'il Right. demande. C'est ça qu'il demande. Alors, Abouda, est-ce que la question est claire? Je peux me permettre, je compare un petit peu le feu avec le cours que tu as donné à midi. C'est toi qui démarres le feu, donc si jamais il y a un dégât qui est causé par ce feu-là, c'est toi qui en es propriétaire, donc c'est toi qui es coupable. Ouais, mais regarde, Benjamin, Ouais. dans la halakha, on n'est pas parti avec l'approche que c'est ton droit de propriété sur le feu qui crée ta responsabilité. C'est le fait que le feu est une extension de toi et que tu l'accompagnes dans sa combustion. Comme ce que tu accompagnerais une flèche que tu as tirée à distance. D'ailleurs, la grande différence, c'est quoi, Rabouda? Je vous donne un exemple. C'est un exemple théorique, évidemment. Mais vous allez voir qu'il y a des scénarios où si on comprend le mécanisme de comment un feu fonctionne d'après Rabbi Yochanan, et on le comprend aussi d'après Resh Lakish, ça va faire une grande différence dans la halakha. Alors, je vous donne un exemple. Regardez. Si par exemple, quelqu'un il démarre un feu, et avant que le feu il produise un dégât, mais très grave, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le gars, il décède avec un infarctus, il a une crise cardiaque. Alors, il démarre le feu à 3 heures. Il fait sa crise cardiaque à 3h15. À 3h30, la maison du voisin commence à brûler. Alors, d'après Resh Lakish, tu es mort, eh ben, tu n'es plus propriétaire de quoi que ce soit, tu es dans le Olam Haemet. Donc, quand on va calculer les dégâts qui ont été créés, qui ont été provoqués par ce feu que tu as allumé quand tu étais vivant, on ne pourra jamais pénaliser les héritiers pour aller dans l'argent que tu as laissé et dire, bah, on va utiliser l'argent de l'héritage pour payer le dégât que monsieur a fait. On ne va pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est plus ton argent, c'est plus ton argent, c'est plus ton mammon. Tu n'as plus de droit de propriété, tu n'es plus là, tu n'es plus dans la réalité. Par contre, si tu dis que le feu qui se propage, c'est comme si toi tu l'accompagnes, et c'est comme si toi tu imputes de l'énergie au feu et que tu tires la flèche, eh ben, I'm sorry, on va aller voir les héritiers et on va leur soutirer tous les centimes qu'il faut pour payer le dégât que tu as fait. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu es en train d'accompagner le feu encore, même si tu n'es pas là. Vous suivez un petit peu la différence? Donc la question finalement du RAN, c'est comme une espèce de stira. C'est-à-dire, il y a un problème entre l'allumage des bougies du Shabbat avec ce concept-là. Exact. Alors, moi, je dirais que, pour proposer une réponse, je dirais la conception du feu qui se meut, qui est rallumé, c'est pour
expliquer ce phénomène par rapport au dommage et par rapport à l'imputation de la responsabilité. Mais c'est sûr que le Shabbat, on parle vraiment de l'initiation de c'est l'action créatrice qui est problématique le Shabbat. Et donc, c'est l'initiation de l'action. Donc, si je commence à faire quelque chose avant le Shabbat et ça se fait tout seul durant le Shabbat, euh, vu que je suis plus en train d'être mishtameh, je suis plus en train d'impliquer dans cette action, peut-être que la conséquence en termes de dommages me revient, mais il est évident que je suis pas impliqué dans l'action. Donc, si je prends un exemple, bah, allumer, je sais pas, l'interrupteur ou allumer la radio avant Shabbat. Je l'allumais avant, euh, la chose, elle existe d'elle-même. Elle va peut-être déranger les personnes, mais je peux pas être chayav, je peux pas être, je sais pas, coupable de faire l'action de l'allumer durant le Shabbat, vu que je l'allumais avant le Shabbat. Ouais, mais Donc, regarde, nous, on a l'air de dire que ça, c'est applicable seulement dans la mélacha de Mavaïr. Par exemple, dans Bichoul, c'est une mahloquette qui est connue dans le Talmud, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Un gars, il a démarré une cuisson avant Shabbat, et la cuisson se Michala, poursuit pendant ouais, Shabbat. ouais. Bet Shammai dit Tu hayav. Bet Hillel dit jamais de la vie, c'est pas toi qui es en train de faire le travail. Le travail, il se fait de lui-même. Toi, tu as démarré, tu as initié l'action au départ. Maintenant, c'est le Bichoul qui fonctionne de lui-même. Nous, on est en train de dire ça seulement dans Mavaïr. Dans Mavaïr, le fait que la flamme, elle est encore en train de brûler, pas dans le Bichoul. On assume que c'est comme si toi, encore une fois, je me concentre encore sur cette image, parce que c'est vraiment, je pense, la meilleure manière de l'expliquer. Du moins, c'est comme ça que moi je l'ai compris. C'est comme si tu rallumes la flamme à chaque microseconde. Donc, tu es activement en train de l'allumer quand tu as allumé tes nérotes avant. Si le mécanisme du feu, c'est Esho Mishum Chetzio, si c'est comparable à une flèche. Donc, la question du RAN, elle est solide. C'est une bonne question. Nachon, ouais. Alors, regardez ce qu'on va faire, Rabotai. On va aller voir la réponse du RAN. On va voir comment lui-même il répond à la question. Il va venir avec un grand chidouche très intéressant. On va voir que ce chidouche, on peut le manipuler et l'extrapoler dans des situations assez extrêmes, en théorie encore une fois. Et comme à l'accoutumée, on construit des raisonnements et on les détruit dans ces shiurim de Pilpul de Halacha. Une fois qu'on va bien solidifier la réponse du RAN, on va aller voir dogmarot qui vont détruire tout le raisonnement du RAN. Et toute notre dynamique et notre travail, ça va être de sauver le RAN dans la réponse qu'il a donnée. OK? Alors, allons voir comment le RAN lui-même répond à son problème. Donc, je ne vais pas répéter le problème, il est clair dans votre tête là. Regardez qu'est-ce qu'il répond. Alors, je descends un petit peu plus bas. Tiretz Hanemuke Yosef. Alors, attendez, excusez-moi une seconde. Je vais le mettre sur un autre. Donnez-moi juste un instant, guys, je m'excuse. J'ai deux fenêtres avec le même, mais je préfère mieux celle-là. Je m'excuse. Alors, regardez ici. On repart dans le RAN. Alors, Tiretz Hanemuke Yosef. Attendez, je vais juste agrandir un petit peu plus. Comme ça, on va mieux le voir. Donc, Loran y répond lui-même en disant Adam chez Zarak Hetz, un homme qui a tiré une flèche, Achiyuv ala ma'aseh, ce qui nous permet vraiment d'imputer une responsabilité pour le dommage qui va créer ce gars-là avec sa flèche. Regardez bien ce qu'il écrit. Hu besha'at shiluach hahetz miyado. C'est au moment où il envoie avec l'énergie et la tension qu'il va mettre dans l'arc, c'est au moment où il envoie la flèche de sa main. C'est là-bas que le chiyuv il prend effet. Ou beotasha'a nershav adavar. Et le Ran, il assume que c'est à ce moment-là où la flèche elle est partie. Shekvar naasa kol maase nezek shel ha'etz. On, on perçoit que le dommage futur qui va arriver dans quelques secondes, que la flèche va produire, il est déjà là quand la flèche elle est tirée. Même si elle n'a pas encore atteint sa trajectoire et son objectif final. Donc le RAN, il est en train de dire que, attention,
Quand quelqu'un il tire une flèche, quand est-ce qu'il est responsable? C'est pas quand la flèche elle atteint la cible, c'est quand la flèche elle a déjà quitté la main et l'arc que la personne elle tient et la tension qu'elle met dans la flèche. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré il y a quelques années un shiur très connu, là, le gars qui jette le vase. Vous vous rappelez de ce fameux cas? Le gars qui a un vase antique et qui va sur une terrasse, et il jette le vase, et avant que le vase y tombe par terre, il y a quelqu'un en bas avec une batte de baseball qui fracasse le vase avant qu'il rentre en contact, avant qu'il y ait un impact avec le sol. C'est une question classique, on avait demandé, c'est qui va payer? Est-ce que c'est le gars qui a cassé le vase avec la batte? Ou bien c'est celui qui a jeté le vase depuis le départ. Et on avait conclu que celui qui a jeté le vase de la terrasse, donc de, de- de- d'un étage, c'est lui qui est responsable. Pourquoi? Parce qu'on perçoit que le vase est déjà cassé en l'air, du moment qu'il quitte la main de la personne. Alors le Ran, il dit, c'est la même chose ici. Il est faux de penser que le chiyuv de la flèche va démarrer seulement quand la flèche va arriver à son objectif et que le dommage physique va être vraiment opérationnel. Le chiyuv de la flèche démarre au moment même où la personne elle a tiré la flèche. Dès que la flèche elle quitte la main sous la pression qu'il a imputée à l'arc, il est déjà hayav. Alors encore une fois, pour vous donner pour vous donner une différence classique, si le gars encore une fois, il tire la flèche, on va dire qu'elle va aller elle va voler pendant 15 secondes. Et au bout de 2 secondes, le gars il fait une crise cardiaque, il est prononcé mort. Eh ben on va quand même aller voir son héritage pour payer les dommages que la flèche elle a produits. Pourquoi? Parce que c'est Bécharat, c'est au moment où la flèche elle quitte. C'est pas au moment où la flèche elle arrive à sa trajectoire. Donc Loran, il essaie de dire, ben, c'est la même chose avec Shabbat. Si vraiment tu crées une corrélation entre les deux et tu veux vraiment créer un parallèle entre comment le mécanisme des chiyuvim avec le feu et avec une flèche il fonctionne, le chiyuv, l'obligation et la facturation rentrent en jeu au moment où le feu quitte ta juridiction, au moment où la flèche, elle quitte ta juridiction. Donc, je ne peux pas dire que tu es encore en train d'allumer le feu Shabbat, parce que le moment où tu as allumé le feu, c'était avant Shabbat. Et c'est là-bas où le chiyuv il démarre. C'est bon, guys? Oui, oui. Aiden, j'écoute. Okay, so what happens using either comparison, but using the chiyuv of throwing the vase off the roof? Yeah, If the chiyuv is already locked in at the moment he threw it over the edge, yeah. and for some reason it landed on a pillow that Mhm. was sitting in the street, Yeah. you're going to take away now that chiyuv is reversible. Of course, because nothing was broken. That's pashut. I'm saying that the vase is going to get broken like in 15 seconds. But let's say the guy is not here anymore because he had a heart attack. It's okay. We're still going to bill him and build the inheritance. Why? I Because, see. because Behemet, he was a mazik. He's a damager at the moment that the vase is out of his hand. C'est bon, guys? Yeah, yeah. Ok, alors la question du RAN, elle est résolue. C'est-à-dire que maintenant, on est en train d'assumer que tout le raisonnement qu'on a battu, il était erroné parce qu'on a compris en fait que la manière dont une flèche fonctionne, c'est que le chiyuv et l'obligation d'assumer les dégâts et la responsabilité financière des dégâts, il faut attendre que la flèche elle arrive à bon port. Non, c'est que dès que la flèche elle a quitté ta main, tu es déjà chayav. Dès que le feu a déjà quitté ton allumette et qui commence à se propager, tu es déjà chayav. On n'a pas besoin qu'il arrive à la maison. Quand on sait qu'il va arriver sur la trajectoire et que la maison va être brûlée, ça ne fait aucune différence. D'ailleurs, la preuve, dans la halacha, si jamais un cas se produit comme ça, encore une fois, tu as allumé un feu, ça prend une demi-heure pour brûler et commencer à faire des dommages chez le voisin, et le gars, il meurt entre-temps, on va aller dans la halacha, on va emmener les héritiers. Je sais que c'est drôle comme situation. On va emmener les héritiers carrément en trial, devant la cour, et on va extraire, on va soutirer tout ce qu'il faut de l'héritage. Pourquoi?
Parce que pendant qu'il est encore vivant, c'est là-bas où son obligation, et c'est là-bas où on la label comme étant un dommageur. Maintenant, il n'est plus là, c'est pas grave. Il était vivant au moment où le dommage a été créé. C'est ça qui nous intéresse. Donc dans Shabbat, la pauvre madame ou le monsieur qui est en train d'allumer les nérodes, il a rien à craindre. Pourquoi? Parce que la vérité, le chiyuv de la melacha, il démarre au moment où tu allumes. Et au moment où tu allumes, c'est pas encore Shabbat. Donc voilà. C'est bon? Alors, Rabotai, un livre très connu qui s'appelle le Minchat Chinour, que vous connaissez. Donc, c'est le livre du Chinour, je vous rappelle, c'est le fameux livre anonyme qui a été écrit par un Rishon. Et dans ce livre, il a expliqué toutes les différentes mitzvot pour son fils qui était amené à devenir bar mitzvah. Il n'a pas écrit de commentaires, mais il y a un grand rave qui est arrivé par la suite, dans quelques générations plus tard, qui s'appelle le Minchat Chinour, qui lui a écrit un commentaire sur chacune des pirouchim que le Chinour a écrit. Alors, le Minchat Chinour, il prend ce concept, mais il applique, il extrapole même dans une situation extrême pour même créer un tour quand il y a une mélacha qui a été faite Shabbat. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. Rien que pour vous montrer à quel point on peut manipuler le raisonnement et on peut l'emmener même dans une sphère qui va carrément déresponsabiliser quelqu'un qui est Mechalel Shabbat. Regardez ça. Alors, je vous ramène ici. Regardez ici. Alors, regardez qu'est-ce qu'il écrit. Les Yesodze, avec ce principe-là qu'on vient d'apprendre, chez Emshech HaPeoula, que vraiment la continuité temporelle de l'action qui a été faite, Mityaches les Trilat HaMaaseh, on l'impute rétroactivement au commencement, à l'état primaire où tout a commencé. Yesh Hashlacha Gam les Mikre Hafour. Tu peux même utiliser ce principe à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de grave, une avéra de Chilul Shabbat qui est faite, mais avec ce principe, tu peux arriver à déculpabiliser la personne et à le sauver du Chilul Shabbat. Alors regardez le cas du Chinour. Vous allez rire. Adam amaniach tafshil al kira Shabbat. Un homme, il pose un feu, un plat, sur un feu découvert à Shabbat. Béofen, à un point, chez Beshabbat, pendant Shabbat même, Adaïn, le plat, il n'a pas encore été transformé et a été emmené à un état d'être consommable. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore mévachel. Mais Béhémet, quand est-ce que le plat va commencer à se transformer à un point où il devient mangeable? C'est à Motza et Shabbat. Alors on va donner un exemple. Disons que Shabbat sort à 5h15. À 5h07, c'est encore Shabbat, monsieur, il me met un morceau de viande crue sur du feu. Et ça prend 5-8 minutes pour commencer à arriver au moins à 30% de cuisson, donc à l'amener à un état d'être comestible. Mais quand ça arrive, c'est déjà Motza et Shabbat. C'est-à-dire que l'aliment, il a été transformé, il est maintenant mangeable quand Shabbat est déjà sorti. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit le Chinour, très intéressant. Lo yaspik litbashel. Pendant Shabbat, c'est pas possible pour cet aliment d'être cuit et d'être rendu comestible, donc de passer d'un état cru à un état comestible pendant Shabbat. Rag bemotzae Shabbat, seulement à la sortie de Shabbat même, Yigmar Abishul, c'est là que le Bishul va rentrer en jeu. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit. D'après le principe qu'on a vu, Eno nershav le'amevashel beShabbat. C'est pas considéré comme si tu avais fait une cuisson pendant Shabbat. Et en théorie, tu n'es pas tour. Tu n'emmènerais pas un korban hatat. Pourquoi? Kevan she'abishul haya bemotzae Shabbat. Parce que le début de la melacha qui s'appelle bishul, donc encore une fois, définition de bishul, c'est que sous l'action d'une énergie, en général du feu, qui est chauffante, tu amènes un aliment d'un état cru à un état comestible. Donc le début de la melacha de bishul, c'est quand l'aliment il devient comestible. Tu es chayav ici parce que tu manipules du feu ou tu vas attiser la flamme en mettant, en mettant un combustible comme de la viande. Ok? C'est sûr. Mais bichoul
va rentrer en jeu quand l'aliment il devient comestible. Quand est-ce que l'aliment est devenu comestible? À Motsa et Shabbat. Pas tour. Vous suivez, Rabotai? Yes, Aiden. I'm listening. Doesn't that contradict our understanding why, for instance, in kosher restaurants, you'll have a pilot light that the mashkiach must light, but otherwise he's not involved in the cooking. And if you're telling me that bishul, if a Jew has to participate in bishul, and clearly nothing is cooked at that point. It's a total different subject. And I'll explain you why. Why? Je vais le dire en français, ok? Comme ça, tout le monde comprend. Je peux Yeah, yeah. parler en anglais, guys? Ou ça va? Ouais? Que je parle en français. Tu comprends le français, Aiden, right? Oui, oui, oui. Ouais. Ok, alors regarde. Le problème avec Bishul Goy, c'est que on ne veut pas qu'il y ait une proximité qui s'installe entre toi et les Goïm, ok? À travers le fait que tu vas faire ou que tu vas participer à une activité qui, d'entrée de jeu, est une activité qui rapproche les gens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On veut pas que le goy te cuisine de la nourriture pour toi. On veut que ça soit un juif qui le fasse pour justement créer cette interruption. Ça, encore une fois, c'est d'après le pshat. Si tu rentres dans les notions mystiques, il y a il y a beaucoup de littérature de comment expliquer ce problème en termes de halakha. Mais là-bas, ce qui nous intéresse, c'est de créer une interruption entre l'action que le goy fait et le fait que la cuisson de l'aliment, elle est originellement générée par un juif. Alors les Ashkénazim y pensent, si la source même qui va être, qui va être derrière le bichoul, donc la cuisson de l'aliment, c'est le feu, tant qu'un juif il allume le feu, c'est ça qui nous intéresse. C'est enough, c'est suffisant pour créer une interruption entre l'action que le goy va faire en posant ton steak ou peu importe ce que tu es en train d'essayer de cuire sur le réchaud et le fait que le juif est à l'origine du feu. Les Sfaradim, par exemple, sont plus mahmirim. Eux, ils disent, allumer le feu, c'est bon pour les choses qui sont béafia, c'est-à-dire que that you have to bake, que tu dois mettre au four, comme une pizza ou du pain. Mais quand tu as affaire à quelque chose qu'on appelle un ma'aseh kedera, quelque chose qui passe à travers du bichoul, il y a un mot en latin ancien, hein, on appelle ça mslok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es vraiment en train de passer quelque chose sur une poêle avec de l'huile ou avec un liquide, et à travers le réchauffement du liquide, c'est comme ça que l'aliment est cuit. Alors nous, les Sfaradim, on n'est plus mahmirim, on demande à ce que au moins l'aliment, il ait été posé dans la poêle et qu'il ait été remué une ou deux fois par le mashgiach juif. Mais là-bas, ce qui nous intéresse, c'est pas à partir de quand le bichoul va rentrer en jeu. On veut juste créer une interruption entre l'action du goy qui va, en termes d'employé dans une cuisine de restaurant, continuer le travail, et le fait que le juif va initier tout le principe. Pour justement créer cette distanciation entre le fait que c'est pas un goy qui a cuisiné pour nous. Mais on n'a pas besoin pour ça d'aller jusqu'au point où, attention, quand est-ce que l'aliment est cuit? Ça, c'est dans Shabbat seulement. Parce que dans Shabbat, tu n'as pas le droit de transformer quelque chose. Et tu n'as pas le droit de l'emmener d'un état cru à un état comestible. Mais dans les lois de Bishul Goy, ce qui nous intéresse, c'est juste l'interruption. On veut créer une fracture entre l'action du Goy et l'action du Juif. Donc pour ça, Okay. on a besoin d'un truc minimal. So on that basis, I could not start a soup, for instance, just before Shabbat, turn off the burner and let the residual heat continue to cook that soup. That would be considered cooking on Shabbat, even though there's no more fire. It's just using residual heat. Well, if the residual heat is strong enough at a point that it's yat soledet bo, that if you touch it, you're going to have a reflex of repulsion because it's burning you, then yes, it's going to be a But problem. there's no power on. It doesn't make a difference. It doesn't When matter. the heat is still here. And that Right. heat is capable to transform the... Right. So that, Okay. ça va pas faire de différence. That Ok, makes sense. Rabotai. Alors, je récapitule avant de continuer dans la deuxième partie du shiur. Donc, je répète très rapidement. Qu'est-ce qu'on a vu au départ? On a essayé d'expliquer comment le mécanisme du feu fonctionne. Mahloket entre Rabbi Yochanan, Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan, c'est comme une flèche auquel tu imputes une énergie avec la tension de l'arc,
Au même titre que la flèche, quand elle se meut, elle est perçue halachiquement comme si tu la prenais dans ta main et tu courais avec et que tu la plantes sur l'objectif, et ben un feu qui se propage, c'est exactement la même chose. Question d'Uran. Dans ce cas-là, comment est-ce que c'est possible de permettre l'allumage des bougies avant Shabbat si le feu continue à brûler pendant Shabbat? Ça devrait être exactement le même principe que la flèche. Alors sur ça, il y a deux approches. Il y a l'approche numéro un que Eden a donnée, que les Chaora, la comparaison entre le feu et la flèche, c'est seulement quand le feu est actif et il est mobile. Mais quand un feu est statique, peut-être c'est même pas applicable. Et on a vu que le RAN n'a pas été avec cette approche, que le RAN a assumé qu'un feu actif, il n'a pas besoin d'être mobile. Il a juste besoin de consommer de l'énergie. Donc, tant que l'énergie est en train d'être consumée, c'est exactement comme si le feu, il était en train d'être rallumé chaque microseconde par celui qui l'a initié. Donc, problème, comment est-ce que tu permets l'allumage des bougies de Shabbat? Pas mal. Réponse du RAN, c'est une fausse question. Pourquoi? Parce que dans la flèche, ce qui te label comme étant un dommageur, c'est pas quand la flèche elle atteint son objectif. C'est quand la flèche, elle a quitté ta main, elle a quitté ta juridiction. Dès que tu as imputé l'énergie et que tu as envoyé la flèche, tu es déjà hayav. C'est quoi la nafkamina? C'est quoi la différence en termes de halakha? Encore une fois, c'est le pauvre gars qui décède. Si quand il a tiré la flèche avant qu'elle arrive à l'objectif, il est tombé raide à cause d'une crise cardiaque, son héritage va payer. Au même titre avec le feu. Il a démarré un feu qui prend 15 minutes pour brûler la maison du voisin et il est mort au bout de 2 minutes à travers une crise cardiaque. C'est pas grave. On va aller voir les héritiers et on va les faire payer. C'est bon? Alors, Rabotaï, je vais vous demander de vous concentrer parce que je vais détruire tout ce qu'on vient de bâtir. OK? Je vais vous montrer une Gemara dans Zevahim qui va mamache comme un château de cartes. Tu bâtis toute une structure, tu enlèves la carte de la fondation, rak, keilo lohaya, tout tombe. Alors, je vais vous montrer une Gemara qui va parler d'un dîn qui est en rapport avec les Zevahim. Alors, les Zevahim, c'est quoi? C'est donc les sacrifices qu'on emmenait au Beth Amikdash. Et comme vous savez, il y a des règles très strictes. Il y a 4 avodot, il y a 4 grands travaux qu'on doit faire pour arriver à bon terme avec un sacrifice. Et le Kohen qui doit opérer ces travaux-là, ces étapes-là, il doit être un Kohen qui n'est pas un Baal Moum. Un Baal Moum, ça veut dire qui n'a aucun défaut corporel donné. Il est clean. OK? Il n'a pas un œil qui manque, il n'a pas un bras cassé, il n'a pas un doigt. Il est de A à Z. Et c'était très, très strict. Encore une fois, on a une ma'ala. Les Kohanim, ils ont un traitement très différent dans la halakha. En termes de yichus, quand par exemple on veut choisir et on veut vérifier vraiment la réputation d'une famille, avec les Kohen, on est beaucoup plus mahmir. Avec les Cohen également, on a des règles qu'on ne peut pas leur demander certaines choses. Je vous ai déjà donné cet exemple plusieurs fois. Tu es assis à table avec un Cohen, tu ne peux pas dire Monsieur Cohen, passe-moi le sel, s'il te plaît. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui sert au Beth Amikdash, passe-moi le sel. Pourquoi? C'est un Cohen Lachem. Il fait des choses très importantes. Il n'est même pas supposé travailler. À l'époque où il y avait des économies agricoles, il était même pas, il avait même pas le droit de posséder une terre. La subsistance devait venir du Beth Amikdash et tout le système de redistribution de la richesse à travers les cadeaux qu'on leur donnait, et le maaser, et la trouma, tout ça était en rapport avec le statut spécial que le Kohen il a. Alors, à Botaï, tenez-vous bien. Il y a 4 étapes pour faire un korban. Étape numéro 1, une fois qu'on a checké l'animal et qu'il n'a pas de défaut ni rien, eh ben, on doit faire étape 1, la shechita. Étape 2, Kabbalat Adam. On doit prendre le sang qui sort de la shechita, le dam hanefesh qu'on appelle, donc le sang où il y a encore toute la vitalité et toute l'essence de l'animal, on doit le prendre tout de suite avec ce qu'on appelle un keli sharet, avec une espèce de tasse en or, en argent, où on récupère le sang tout de suite. Troisième étape, halicha. On doit marcher de l'endroit où la shechita a eu lieu vers le misbéach. Tout ça, ça doit être fait par un Kohen. À part la shechita, elle peut être faite par quelqu'un qui n'est pas Kohen, un Israël régulier. Et la dernière étape, c'est quoi? Zerikat Adam. Il faut jeter le sang pour qu'il s'asperge et carrément qu'il splash, comme on dit en mauvais français, sur le misbéach. Alors tenez-vous bien, Rabotai. La Gemara dans Zevahim, elle a un cas très très étrange. La Gemara, elle dit, ben, qu'est-ce qui arrive théoriquement? Encore une fois, c'est théorique.
Mais vous savez comment le Talmud fonctionne. Il vient des fois avec des cas théoriques qui sont même pas réalistes. C'est-à-dire que les probabilités qu'une situation pareille se produise dans la réalité sont très très infimes, sont pratiquement inexistantes. Mais c'est pas grave parce que ce qui intéresse le raisonnement talmudique, et ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu, pour qu'on se connecte avec lui à travers les raisonnements, c'est que on comprenne le principe et le mécanisme du principe. Donc, si la situation arrive ou n'arrive pas, ou est réaliste ou pas, on s'en tape. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à travers ce scénario, si c'est la meilleure manière d'énoncer et d'expliquer le principe théorique, eh ben, même si c'est un scénario qui est fictif et qui est pratiquement surréaliste, c'est pas grave. On va quand même l'enseigner comme ça. Alors, tenez-vous bien, Rabotai. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qui arrive si un Cohen, il est en train de marcher, et là, il a le sang de l'animal dont il vient de faire la shechita dans le cap, dans ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où il jette le sang, et que le sang est en l'air, avant de toucher le misbéach, par accident, quelqu'un lui coupe la main. Ou le gars, il perd l'usage de sa main, il devient paralysé de sa main. À ce moment-là, c'est quoi la halakha, Rabotai? Est-ce que le korban, il est cachère, ou le korban, il est pasoul? Qu'est-ce que vous direz? According to what you said about throwing the vase off the building, he would be get credit for it. It would be a good You'll be korban. kosher. Yeah. It seems to follow the logic of throwing it off the building, the vase. Yeah. Why? Because again, c'est comme la flèche. Au moment où le sang, il quitte ta juridiction, donc l'emprise que tu as avec la tasse, le Kilisharet, bien qu'il n'ait pas encore atteint l'objectif, ben, tu as déjà fait la avoda. Elle est déjà là. Alors si, regardez bien comment c'est fin. Si tu deviens un Cohen disqualifié pendant que le sang est en l'air, parce qu'avant que le sang il touche le misbéah, monsieur il a perdu l'usage de sa main, ou il a perdu sa main, parce que quelqu'un lui a coupé avec ça avec une manchette, peu importe le cas, c'est pas grave. D'après ce qu'on est en train de dire, l'echaora, le korban devrait être cachère. Oui ou non? Oui, Ok. Alors allons voir la Gemara. Alors la Gemara, elle est ici. Zevahim. Regardez ça. Daf Tetvav Amoud Aleph. Alors, Ba'emine Rabbi Irmiya mais Rabbi Zera. Rabbi Irmiya a posé une question à Rabbi Zera. Et il lui a demandé, Haya Mazé. Un gars, il était en train d'essayer de jeter le sang sur le misbéach. Veniktea Yado Shel Mazé. Et le Cohen, le pauvre Cohen qui a jeté le sang, sa main, elle a été coupée avec une manchette avant que le sang arrive. Adam le'avir à misbéach. Alors regardez, c'est même pas qu'on a besoin que le sang, il touche physiquement le misbéach, l'autel, mais il faut qu'au moins que le sang arrive dans la juridiction, dans la surface du misbéach, même s'il n'a pas encore atterri. Alors avant qu'il rentre dans l'espace du misbéach, le Kohen, il a perdu sa main, donc il est un Baal Moum maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec ce korban? Amarlé, qu'est-ce qui lui répond Rabbi Irmiya? Excusez-moi, Rabbi Zera, Pasoul, le korban n'est pas bon. Pourquoi? Parce que dans le pasouk, c'est marqué Vehiza venatan. Il a aspergé et il a donné sur le misbéach. Donc, Rabbi Zera, il essaie de dire que le Kohen doit être intact, il ne peut pas avoir un défaut corporel quelconque tant que le sang n'est pas arrivé sur at least l'espace du misbéach. Alors, Rabotai, vous voyez où est-ce qu'on s'en va maintenant. Mais cette Gemara, elle est en train de bafouer, de contredire tout ce qu'on a dit avant. Le korban, il devrait être cachère. Parce que si au moment où tu as jeté ta flèche, tu es déjà hayav, si au moment où tu as déjà allumé la bougie, où tu as allumé les nérotes, la mélacha est déjà faite, si au moment où tu jettes où ça quitte carrément ta juridiction, avant d'arriver sur le misbéach, le travail, la avoda devrait déjà être faite, alors qu'est-ce que ça nous importe si le gars il a perdu sa main avant que le sang arrive sur le misbéach? Le korban devrait être cachère.
Et on voit d'après la Gemara que le Corban, il n'est pas soul. D'ailleurs, regardez, Rabotai, le Rambam, dans la Halacha, il est possèque comme Rabbi Zera. Regardez qu'est-ce qui est écrit. Haya mazé venikte ayado shel mazé koden shigi adam leavir amizbeah. Alors, il est en train d'asperger le misbéach en jetant le sang, et sa main, elle s'est coupée avant que le sang arrive dans l'espace du misbéach. Regardez qu'est-ce qui est marqué. Psak halacha du Rambam, lo alta, lo hazaya. Cet acte de jeter le sang sur le misbéach, zéro, il n'est pas bon. Alors, Rabotai, this is a bomb question. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre principe qu'on a appris depuis le début du shiur? Il a disparu là, tout à coup. Oui ou non? Certainly looks like it. Ok, alors regardez, Rabotai, j'étais en train d'essayer, I was under the impression que j'allais être capable de terminer le shiur en 1 heure, mais je suis arrivé à environ 3 quarts. Alors, je suggère qu'on s'arrête là. Je vous laisse réfléchir jusqu'à jeudi soir. Et jeudi soir, avant de démarrer le shiur de Paracha, je prendrai peut-être 15-20 minutes pour répondre à cette question, et après on démarrera notre shiur de Paracha. We good? OK. All right. Alors, je vous laisse là-dessus. Essayez de rabâcher ça. Et si jamais vous avez une réponse quelconque ou vous arrivez à trouver une manière de répondre à cette question, ben, sentez-vous à l'aise et essayez de la remâcher. Comme ça, on pourra en débattre jeudi, Bezrat Hashem. All right, guys. Alors, jeudi, 8h30, Bezrat Hashem. À bientôt. Thank you very much. תודה, חזק וברוך. Baruch Merci.